Raphaël, je suis très content de me retrouver avec toi une nouvelle fois dans cette salle de tableaux de Pierre Dunoyer. Cette rétrospective en 14 tableaux. Je voulais savoir, toi qui connais si bien l'œuvre et qui la connais depuis bien longtemps, qu'est-ce que tu penses de cette salle? Est-ce que cette salle te paraît représentative de l'œuvre de Pierre Dunoyer? Eh bien, cette exposition et ce choix de tableau que nous avons fait ensemble avec Pierre et avec toi, avec Carrie Cunningham, m'a apporté énormément, car ça nous a obligés à choisir parmi des dizaines de tableaux, 12 ou 14 tableaux, pour faire une démonstration du travail de Pierre et comment il a mené son travail et comment il nous a montré que ces 14 tableaux ne sont pas des peintures mais des tableaux. Donc à partir de 1978 jusqu'à 2022, son dernier tableau bleu, eh bien moi j'ai pris conscience à quel point Pierre avait réussi à construire chaque tableau et chaque tableau a une présence tout à fait individuelle et particulière. Et c'est cette salle m'a vraiment convaincu, si j'avais besoin de l'être, qu'il a été parvenu à réussir à créer avec chaque tableau une présence unique, une présence indéterminée que lui appelle le tableau. Alors, comment il est arrivé à cette présence? Je dois dire que quand je l'ai rencontré en 1978, je ne comprenais pas très bien où il voulait en venir avec le tableau, mais j'ai compris au fur des années, à partir du jeu de paume, je dois dire, à partir des 24 tableaux du jeu de paume, à comprendre qu'est-ce qu'il appelait tableau. C'est-à-dire, il appelle tableau un objet de pensée, qu'il conçoit de telle manière que quand on est face au tableau, face à son œuvre, on ne pense qu'à rien d'autre que ce qui est en face de vous. Et il est arrivé, par sa liberté et par la conception qu'il a de qu'est-ce qu'un tableau, c'est-à-dire qu'il n'y a rien dans son travail qui nous fait penser à quelque chose d'autre, qui nous ramène à quelque chose d'autre que ce qu'il y a devant nous. Il n'y a pas de chromatisme, il n'y a pas de sujet, il n'y a pas d'image, il n'y a pas de déconstruction de l'espace. Il n'y a qu'une présence qu'il est arrivé grâce au dessin qu'il a obtenu à travers une matière spermique, comme il dit, qui n'a pas de teinte, à dessiner. Et puis, la couleur n'est pas là pour nous séduire, elle est là pour indiquer un lieu. N'est-ce pas? Donc, la couleur n'est là que vraiment pour équilibrer, pour rendre de l'harmonie et dans ce tableau qui est en face de moi. Donc, à chaque fois que je suis en face d'un tableau, je ressens une très forte présence et cette présence renvoie à moi. Donc il y a un attachement, il a produit un attachement, un étonnement, et cet étonnement m'attache. D'ailleurs, chaque collectionneur qui a acheté les tableaux de Pierre ressent la même chose que moi, c'est-à-dire qu'ils sont extrêmement attachés. Donc Pierre dit que le tableau, il n'a aucune autre fonction qu'être là, qu'être en face de moi, et produit chez moi une très forte émotion, et qui me lie à ce tableau. Alors Pierre lui dit, le tableau dit l'être. Alors chacun voit comme il veut. Moi en tout cas, quand je vis avec 3-4 tableaux de Pierre, j'avoue que à chaque fois que je suis en face d'un tableau, il y a une grande émotion qui me prend devant chaque tableau. Eh bien, je pense que Pierre a réussi à produire ce que lui appelle une présence qui est rempli d'émotions et de bonheur. Et voilà, c'est pour ça que je pense que ces tableaux remplissent exactement la fonction qu'ils voulaient, c'est-à-dire
qui n'ont d'autre fonction que être là. On voit tout de même qu'il y a une évolution, c'est-à-dire de 78 à 2022, donc on est quand même à près de 45 ans. Il y a une évolution qui est très progressive, certes, mais qui existe, et qui se fait surtout à partir des années, dans les années 80. Et les choses ont l'air de se stabiliser un peu dans les années 90, où il semble avoir trouvé définitivement son vocabulaire. Un vocabulaire qui ne vient pas d'ailleurs de nulle part. Enfin, on ne peut pas non plus le sortir complètement de l'histoire de l'art. C'est-à-dire, on a quand même des réminiscences, ou est-ce que je me trompe, des réminiscences de peinture gestuelle. Il y a quelque chose, on peut évoquer, on peut penser à Hartung, on peut penser à Schneider, c'est-à-dire l'école qui est avant la sienne, enfin l'école, le groupe d'artistes qui est avant le sien. Pierre te répondrait sur Schneider, sur Hartung, qu'il n'y a pas d'objet, que ce sont des images abstraites. Alors que lui, ce qui est très fort chez Pierre, et que j'ai compris, et que je pense qu'il y a quelques collectionneurs qui ont très bien compris, c'est qu'il n'y a pas d'image, il n'y a aucune image, parce qu'il s'est lancé dans une aventure, et c'est vrai ce que tu dis, dans chaque tableau on voit une progression, d'ailleurs c'est pour ça que je le disais au début de notre conversation, que je le comprends beaucoup mieux maintenant qu'on a accroché ici, si tu veux, c'est qu'au début, il savait qu'il ne voulait pas déconstruire l'espace, il savait qu'il ne voulait pas faire du chromatisme, il savait qu'il ne fallait pas faire de la matière, comme du buffet, il savait ce qu'il ne fallait pas faire, mais il ne savait pas ce qui allait survenir sur la surface peinte. Et donc, on voit très bien, et ça c'est bon, c'est un de ses premiers, mais on voit très bien ici qu'au début, il y a du tâtonnement, il cherche, mais pas, il laisse le tableau apparaître, il ne projette aucun, il ne veut pas qu'il apparaisse comme ça, il apparaît comme ça. Donc il donne des touches, mais il sait très bien que s'il est volontaire, d'ailleurs il te l'a expliqué, ça ne fonctionne pas. Donc ces tableaux sont totalement libres. Et ce qui est extraordinaire, que tu as souligné très bien l'autre jour, c'est qu'il y a une liberté et il y a un contrôle de son geste. Et c'est ça qui rend son travail. Et ce contrôle, il a mis 40 ans à l'obtenir. C'est-à-dire pour obtenir le dernier tableau bleu, en passant par exemple celui-là, ça fait 36 ans de travail, bien, les gens pensent qu'il a réussi à peindre le dernier tableau du premier coup. Non, le tableau a surgi comme ça parce qu'il est passé par toutes ces étapes où il y a un dépouillement de son geste, un peu comme, si tu as vu la rétrospective de Kooning, au départ, il y a énormément de matière, il a besoin des women, il a besoin de sujets, et puis petit à petit, il s'éloigne de la matière, il y a moins de gestuels, et les derniers tableaux de Kooning qui sont très critiqués, mais dont le dernier tableau de Pierre me fait penser, à quelques dizaines d'années d'écart, c'est la pureté du geste, c'est-à-dire que la présence est là, avec le minimum de matière et de geste. C'est des coups de pinceau extraordinairement doux, etc. Et en même temps, c'est aussi puissant chez de Kooning que dans les de Kooning abstraits où il y a énormément de coups de pinceau. Magnifique d'ailleurs, un traitement de la couleur et de la matière unique, je dirais, chez de Kooning, que j'admire énormément d'ailleurs. Oui, mais les tableaux de de Kooning, on les a montrés ici, d'ailleurs, il y a une petite quinzaine d'années, Ouais. dans une exposition qui s'appelait Deadline, sur les œuvres de la fin des artistes. Et c'est absolument magnifique. Et c'est vrai qu'il y a la même, c'est-à-dire cette même liberté du trait et cette indépendance du trait. C'est-à-dire là, on voit au début, on voit bien l'héritage un peu gestuel, l'héritage aussi qui vient de la déconstruction de la peinture, parce qu'en fait, il faut quand même se rappeler qu'avant d'être peintre, ça a été un théoricien, un critique d'art, et qui écrivait des textes extrêmement, disons, difficiles à lire, mais qui étaient des textes on apprenait beaucoup de choses, parce qu'ils étaient très... Enfin, comme ces peintures, ils étaient tirés au carreau, c'est-à-dire tout était très précis, très tendu, chaque mot avait son sens, voire plusieurs sens qui se reflétaient les uns dans les autres, et c'était en fait déjà une réflexion sur l'autonomie du tableau. Et on voit aujourd'hui que finalement cette position théorique qu'il avait dans les années 70, il l'a progressivement mise en œuvre dans sa peinture. Tout à fait, je suis tout à fait d'accord. Et qu'il est resté très cohérent avec ça finalement, c'est-à-dire qu'il est resté dans cette idée il ne s'est pas éloigné. D'un tableau qui serait, d'une peinture qui serait effectivement un tableau
c'est-à-dire quelque chose qui serait sans concession avec le réel, sans concession avec la séduction aussi, Oui. parce qu'il y a aussi dans sa peinture quelque chose d'un petit peu... Enfin, c'est pas une peinture facile, c'est-à-dire c'est pas une peinture qui a priori est agréable, même si au d'un moment on accepte et on se laisse prendre. On se laisse prendre, et on avec se le sent, temps. Tu disais l'autre jour avec le temps. Oui, et on se sent bien au bout d'un moment. Mais au début, c'est une peinture qui est assez criarde même, enfin, dans ses harmonies ou ses non-harmonies, parce qu'il y a aussi un refus de l'harmonie au début de la couleur, de l'harmonie classique, c'est-à-dire l'harmonie telle qu'on la connaît dans l'art moderne. Il va, à contrario, il va rebrousse-poil, littéralement, et progressivement, quelque chose s'impose qui est plus simple, qui est plus fort ou peut-être plus original que l'harmonie traditionnelle des couleurs et qui crée sa propre harmonie. Non seulement c'est son propre dessin, non seulement c'est sa propre couleur, mais c'est aussi sa propre relation entre le dessin et la couleur. Et l'harmonie qui en sort est une harmonie très particulière. De la même manière que les deux Kooning, qu'on a longtemps cru être des peintures, disons, d'un vieux peintre qui avait un peu perdu ses moyens. Ouais. Et aujourd'hui, ils sont d'une élégance, d'une beauté. Moi, j'ai été, quand j'ai vu, avant la rétrospective, je demandais à tout le monde, vous avez vu, et tout le monde me disait, je trouve que c'est merveilleux, et moi je comprends son œuvre, ce dépouillement qui arrive vraiment à la touche finale d'une poésie. Pour revenir à ce que tu disais, dans le très beau texte historique que Alfred Pachman a mis dans le catalogue du jeu de paume, il dit, pour expliquer un petit peu qu'est l'isolement un peu de Pierre, comme toi tu as remarqué, c'est un homme qui est assez isolé dans le monde. Il dit c'est une peinture au premier degré, mais évidemment, parce que cette peinture, il ne cherche pas à séduire par créer des couleurs particulières, ni un geste. C'est assez brutal, son travail. Son travail est assez puissant, mais en même temps, je trouve, autant, ce qui est merveilleux dans cette exposition, c'est qu'on sent son tremblement dans les tableaux qui sont derrière nous. Ça tremble, on ne voit pas très bien dans le tableau bleu, qui est là aussi. On sent qu'il cherche comment structurer le plan du tableau pour que ça tienne. Et puis, tout d'un coup, dans le tableau jaune, chaque coup de pinceau, chaque imposition de ces tâches est de plus en plus précise, et ça donne au contraire une présence qui est filiation avec ces tableaux. C'est-à-dire que moi, en tout cas, je les ressens comme ça. C'est-à-dire que chaque tableau de Pierre de l'époque des années 80-90, ce sont des tableaux qui ont la particularité de ne me rappeler rien du tout, mais en même temps de me faire sentir très humain face à ces tableaux, très ému, très attaché par des tableaux, parce qu'ils ne me rappellent rien, ces tableaux. En fait, ils ne me rappellent rien. Quand je suis là, je suis vraiment... Lui et moi, on est en face à face avec ce tableau. Donc, je ne pense à rien. Est-ce que tu les as vus, est-ce que tu as vu Pierre Dunoyer peindre ces tableaux? Oui. Alors, ça ressemble à quoi? Est-ce qu'il a un rituel? Est-ce qu'il est... Il prend 3-4 jours avant de décider qu'il va se mettre à peindre. Et donc, il m'appelle. Il dit, Raphaël, ça y est, je vais me mettre à peindre, enfin, etc. Alors, soit on allait ensemble acheter les châssis, et la peinture, et la matière, dans les magasins que tu connais à Paris, etc., où on faisait des commandes c'est une matière américaine, modèle plast. Et puis, une fois que les châssis sont livrés, il met une semaine comme ça, il fait tableau par tableau. Il allonge son châssis, il tourne autour. Et il n'est pas à plat. Il n'est pas à plat. C'est une matière visqueuse, très visqueuse comme ça, blanchâtre. Il se met autour, il est là, il réfléchit, et puis il tourne, et puis bon, et puis à un moment donné, il m'appelait et me dire ça y est, j'ai passé la came. Il appelle ça comme ça, j'ai passé la came. Au bout de 2-3 jours, le tableau est sec, et donc il le dresse. Et quand il le dresse, il s'assied dans son canapé, et puis il réfléchit. Et voilà. À ce moment-là, il n'y a que le fond du tableau. Il n'y a que le fond, comme dans le tableau rouge qui est dans la vitrine, où il y a le fond monochrome qu'il a peint au préalable, parce qu'avant de passer la came, il peint
à la verticale le monochrome. Il choisit la couleur du fond. Et après, il l'allonge et il peint par-dessus le monochrome de couleur qu'il a choisi, qui sera en fait le titre du tableau, blanc, rouge, vert, jaune, etc. Et puis encore une fois, il s'assied dans le canapé et puis il regarde en fonction du dessin où il va topologiquement mettre la couleur, l'orange, le bleu, le vert, etc. Et puis ça met 8-10 jours avant de terminer le tableau. Voilà, c'est à peu près ça. Les couleurs, il les met en dernier. Les couleurs disons, des formes. Il y a une petite anecdote dont il parlait l'autre jour. Ce tableau, je suis arrivé dans son atelier et il me dit, ne le regarde pas, Raphaël, ne le regarde pas, je vais le détruire. Alors je lui ai dit, pourquoi? Il me dit, je l'ai raté. Je lui ai dit, ah bon, tu l'as raté? Je lui ai dit, c'est un des plus beaux tableaux que tu aies jamais fait. Bon, je ne me mêle jamais de faire une observation sur ce tableau. Il me dit, mais dis-moi pourquoi tu ne veux pas que je le détruise? Je lui ai dit, c'est simple. Je trouve que le dessin est merveilleux. Peut-être que la manière dont tu as peint, donc si je peux me permettre, repeins-le tout en blanc et puis refais la couleur. Et si ça ne te plaît pas, ben déchire-le. Mais je trouve que le dessin m'avait plu, m'avait beaucoup plu. Et donc c'est le seul tableau que j'ai sauvé de Pierre, c'est ce tableau que je trouve particulièrement magnifique, ce tableau bleu. Et c'est un tableau qui a eu donc qui était au bord d'être détruit et qui heureusement n'a pas été détruit. Et je le trouve très beau, très réussi. Il a repeint, mais c'est le seul. Sinon, mais il détruit beaucoup de tableaux? Non, depuis 87, il n'a pas détruit un seul tableau, Pierre. Non. Avant, oui, énormément. Oui, il disait qu'il s'était mis en état de peindre des tableaux qui n'avaient pas besoin d'être détruits. En fait, oui, c'est très beau, ça, dans la conversation, absolument. Non, il ne détruit aucun tableau. Il n'a pas détruit depuis... Moi, ce qui m'a surpris, il l'a dit l'autre jour, c'est les 24 tableaux du jeu de paume. Toi et moi, on les a vus, mais c'est quand même des tableaux de 2,40 m par 1,85 m. Et c'était un tour de force quand il a fait ces 24 tableaux. Je trouve que c'est... Moi, je ne les ai pas vus, je n'ai pas voulu les voir, donc il a travaillé, je ne suis pas intervenu dans son atelier. Et je lui ai dit, fais-les, on verra après. Et je trouve que ces tableaux sont un tour de force extraordinaire. Vous êtes rencontré en quelle année avec Pierre Dunoyer? Alors Pierre Dunoyer, je l'ai rencontré Janapa. Donc 76, c'est ça? 78, au des Vieux Colombiers. Oui. C'est mon frère Jean-Paul Najard. Oui, 78, pardon, si Janapa. Ouais, oui. C'est mon très cher frère Jean-Paul Najard, qui n'est plus de ce monde, qui a soutenu Pierre Dunoyer dans les premières années et qui m'a emmené voir cette exposition. Bon, moi, à l'époque, j'avais quel âge? Soit 27 ans. Bon, je travaillais dans le cinéma, je n'étais pas un fou de peinture, j'avais plutôt des goûts figuratifs. Donc, bon. Et puis mon épouse, qui était architecte, m'a offert un très beau tableau rouge qui est dans le catalogue du musée. Et elle m'a dit, Raphaël, tu devrais dialoguer avec Pierre. Voilà, je t'offre ce tableau rouge qui est magnifique. Et puis, bon, je suis parti à New York et puis on a dialogué. Et puis voilà, je l'ai aidé un peu. Et puis j'ai commencé à comprendre la peinture américaine. J'ai regardé Ad Reinhardt, j'ai compris ce qu'était qu'un tableau par rapport à la peinture qu'il y avait en Europe. J'ai découvert Barnett Newman, j'ai découvert de Kooning, Clifford Steele, tous ces grands abstraits américains, et j'ai compris qu'on n'était pas vraiment tout à fait dans l'art de peindre, on était vraiment dans un objet qui s'appelait le tableau. Et d'ailleurs, quand Pierre parle d'Ad Reinhardt, quand on lit le très beau livre de Lucy Lippard sur Ad Reinhardt, on lit les écrits de Barnett Newman, on comprend la dimension du tableau, de la présence du tableau. Et Pierre est le fils direct de Barnett Newman et d'Ad Reinhardt. Et il citait l'autre jour l'exposition magnifique, je rends hommage à Claude Berry, de cette très belle exposition de Reimann, de Reimann, qui était une vraie beauté. On l'a vu 5-6 fois ensemble avec Pierre. Pour revenir au pain, et Pierre et moi, on s'est arrêtés plusieurs fois devant, puisqu'on est allé 4-5 fois à cette exposition. Et c'est le pain, c'est très intéressant ton interrogation sur ce qu'il appelle lui le pain. Et c'est vrai que quand on regarde un tableau de Reinhardt, en particulier ceux qui ne sont pas peints au pinceau, parce qu'il étale la matière, c'est ça,
De Rayman. Rayman, pardon. On sent qu'il a la certitude qu'il est en train de faire un tableau. C'est-à-dire qu'on sent que le dépôt de cette matière blanchâtre, elle est tellement précise, elle est tellement déposée au bon endroit sur la toile que ça nous renvoie à la même chose que chez Dunoyer, c'est-à-dire c'est un tableau. Enfin, c'est comme ça que je le ressens. Ce qui ferait de Dunoyer le plus américain des peintres français, en quelque sorte. Moi, j'avoue que j'ai beaucoup de mal à donner une nationalité à des hommes qui ont créé des objets de pensée qui sont les traces de l'humanité entière. Donc, est-ce que Picasso est un peintre espagnol? Oui, en tant que passeport, mais il est grand parce qu'il est universel. Donc, pour moi, un grand peintre, c'est un peintre... Mark Rothko est un peintre américain? Non. C'est un être qui a produit des tableaux. Et la preuve, c'est que le Qatar a acheté des tableaux de Rothko de la collection Mellon qui sont extraordinaires. Et pourquoi? On peut se poser la question. Non, je pense que Dunoyer s'est mis à peindre parce qu'il a vu l'exposition de la rétrospective Barnett Newman et Erd Reinhardt. Il me l'a répété 20 fois. Et moi, si j'ai compris et aimé la peinture de Pierre Dunoyer, c'est sans doute parce que j'ai découvert la grande peinture abstraite, où j'ai vu de très nombreux tableaux de Clifford Steele, de Reinhardt, de Newman, de Kooning à New York. Qui sont deux expositions, en tout cas celles qui ont lieu en France, de Barnett Newman et de Rayman, qui ont lieu en Paris. Au Grand Palais. Au Grand Palais, et dont le jeune commissaire était Alfred Pacman. Oui. Mais la boucle est bouclée. Et qui a exposé, évidemment, et qui ensuite, entre autres... 20 ans plus tard, exposera Bishop, Martin Barret, Dubuffet, magnifique, les dernières années de Dubuffet. Oui. Mais juste avant Dunoyer, oui. Mais je pense que la démarche au tableau de Dunoyer, c'est-à-dire qui lui vient directement, enfin, même s'il s'en défend, beaucoup lu Heidegger, Pierre Dunoyer, bien qu'on n'ait jamais parlé philosophie tous les deux, on a parlé peinture, présence, peinture, pourquoi le tableau dit l'être, la liberté, il faut qu'il y ait une liberté totale dans ces tableaux. Pour qu'il y ait un tableau, il faut qu'il nous ramène à rien d'autre que ce qui est en face, etc. Mais je voudrais insister sur quelque chose, parce que mon expérience de complice de Pierre, et de l'avoir aidé, l'avoir aidé à peindre et à vendre des tableaux à mes amis, c'est l'attachement que provoque ce travail sur les personnes qui en achètent. C'est-à-dire que c'est rare qu'un collectionneur n'en achète qu'un, parce que bien que tu dises que cette peinture est au premier degré, et que tu as dit l'autre jour, et je suis d'accord avec toi, au début, on met un certain temps pour laisser cette peinture venir près de nous. On met un certain temps. Au début, peut-être, parce qu'il y a une puissance qui cherche, d'ailleurs, qui est voulue de Pierre sur ces tableaux. On est un peu comme ça. On se dit, mais c'est quoi? Ce sont des gens, beaucoup de gens cultivés, cherchent des signes. Ouais. Est-ce que c'est une écriture? Est-ce que c'est quelque chose, etc., etc. Mais quand on vit avec, on devient très attaché à cette peinture. Il y a quelque chose de ce que disait l'autre jour dans votre dialogue qui était passionnant, l'étonnement. J'adore ce mot étonnement, d'ailleurs je l'ai découvert un peu dans votre conversation. C'est vrai qu'il y a un étonnement, cet étonnement mène à un attachement. Et les tableaux de Pierre, je vois dans cette salle, à chaque fois que je rentre ici, pourtant je les connais ces tableaux, mais à chaque fois je ressens une joie très profonde par la présence qui est due uniquement à de la matière et de la couleur. Oui, parce qu'il y a aussi une forme de jubilation dans cette peinture, finalement. Quelque chose de l'ordre, disons, de l'explosion de couleurs, de la joie de vivre, un peu maticien quand même. Même si c'est une peinture qui se veut, disons, très neutre et très... Mais Pierre, l'autre jour, a fait un distinguo intéressant en parlant de Matisse, qui avait un pain magnifique, mais
Bon, mais parce que, bon, mais Pierre, on a vu une très belle exposition, Matisse, au Centre Pompidou, il y avait Matisse, c'était Matisse Picasso. Oui, c'était au Grand Palais. C'était au Grand Palais? Oui, il y a longtemps déjà. Oui. Ouais. Ben, on était tous les deux très, très, très admiratifs. Et Pierre est un grand amoureux de Matisse. On est allé à New York voir les tableaux de Matisse. La joie de vivre n'appartient pas qu'à Matisse, mais disons qu'elle est présente en tout cas dans elle est très présente, Pierre, qui est pas forcément... qui est un monsieur qui a une très grande joie de vivre, puisque j'ai eu le privilège de dialoguer pendant 40 ans avec lui. Mais sa peinture, et c'est peut-être aussi pourquoi sa peinture m'accompagne et que je l'ai accompagnée, mais qu'elle m'a accompagné, parce qu'à travers les épisodes compliqués de ma vie privée, la joie qu'apportent ces tableaux, c'est-à-dire la proximité qu'apportent ces tableaux, et qui ne peuvent pas être relativisés, puisque ces tableaux ne font penser à rien dans la vie réelle. C'est uniquement leur présence qui m'amène de la joie. Donc je suis d'accord avec toi, tout à fait d'accord, Fabrice. Ces tableaux sont jubilatoires. Et tu as dit quelque chose de l'autre jour que j'aimerais bien qu'on développe, c'est tu as dit le temps. Tu parlais du temps, comme dans les grands tableaux, on aime, on n'aime pas. Chez Dunoyer, je trouve que le temps, par exemple, il y a des tableaux ici que je n'avais pas vus depuis 20 ans et que je revois aujourd'hui, et ils sont perçus, vécus par moi complètement différemment. Le temps change le regard. On voit les choses très différemment 5 ans ou 10 ans après qu'on les ait vues une première fois. On découvre d'autres choses. Mais toi, par exemple, par rapport il y a 4 ans ou il y a 5 ans, quand je t'ai montré quelques tableaux, c'est-à-dire... je les vois mieux, parce que à l'époque, je les voyais surtout... j'en connaissais très peu. J'avais vu l'exposition du jeu de paume, qui m'avait déconcerté plus qu'elle m'avait séduite, en fait. Donc j'avais été très, très surpris de cette œuvre que je ne connaissais pas. Mais j'en avais gardé un souvenir très précis. Alors, ce qui n'arrive pas si fréquemment que ça, qu'on se souvienne assez clairement d'une exposition. Généralement, on voit des choses, on les oublie. Là, je n'avais pas oublié, puis c'était difficile à oublier. Et donc, quand j'ai revu les tableaux près de 40 ans après, quand tu me les as montrés, quand tu m'as reparlé, enfin, disons 35 ans après, ça fait longtemps qu'on en parle du Noyer, j'ai tout de suite vu de quoi il s'agissait. Et donc, j'étais intrigué de ce que j'avais vu à l'époque et que qui m'avait déjà intrigué. Donc, j'étais content de les revoir et de voir que le regard s'était enrichi en quelque sorte, ou que les tableaux d'une certaine manière enrichissent le regard, c'est-à-dire que les tableaux contiennent des choses en réserve pendant des années et des années, et finalement libèrent quelque chose, comme par une sorte de libération lente, offrent quelque chose finalement aux gens qui les regardent et qui les regardent d'une certaine manière. Et souvent la disposition d'esprit que l'on a par rapport aux grands tableaux changeante, cette disposition d'esprit vous permet d'année en année de voir d'autres choses qui y étaient mais qu'on n'avait pas vues avant. Je suis sûr que les 24 tableaux, si je les revois, je comprendrais. Ce serait une expérience. Ce serait formidable. Et puis surtout, on apprend. C'est-à-dire, plus on regarde, plus on voit, plus on apprend. Ouais, je pense plus on voit de choses et plus on apprend à regarder. Et le regard s'enrichit, s'informe. Même, enfin, c'est pas une démarche intellectuelle, c'est presque une démarche, disons, c'est une respiration visuelle qui se fait presque, disons, presque sans. Enfin, la pensée l'accompagne. Et on n'a pas besoin d'une théorie. La théorie aide à mieux comprendre. Mais quand on la lit ou quand on la formule, mais devant des tableaux comme ça, on peut aussi les voir sans aucun apprentissage, sans aucune utilisation théorique, parce qu'on a des quantités d'informations sur la peinture, sur la vie, sur la couleur, sur les proportions, sur la matière, qui sont cristallisées par les tableaux, qui sont transmis par les tableaux. Donc c'est une mine, disons, à la fois d'informations et d'émotions très importantes. Et ces mines très riches que sont les grandes œuvres d'art, au fil du temps, délivrent, disons, des éléments très précieux qui vous nourrissent différemment d'année en année. Et on les voit différemment. Ouais, moi, je serais très heureux qu'on puisse remontrer ces 24 tableaux, parce que franchement,
on aurait une expérience 30 ans plus il tard. faut que quelqu'un d'autre les montre dans un autre endroit, une Ah autre oui, fois, mais complètement. ce serait... Oui, oui, dans un autre pays. j'en sais rien. Non, mais qu'on ait l'expérience, Oui, mais ça mais serait oui, très bien. mais Ouais. je vois ce tableau, etc., que je n'avais pas vu depuis 20 ans, 25 ans. Ben, aujourd'hui, peut-être aussi parce qu'il y a des tableaux d'aujourd'hui en face. Donc c'est très intéressant Oui, oui. de voir que sa quête du tableau, qu'il a, si je peux me permettre, un peu abîmé aussi, parce qu'il a peint à partir... Bon, il dit, c'était très beau dans votre dialogue, qu'il y a des éventails, etc., parce que lui, c'est un monsieur qui connaît bien la peinture classique, donc qui dit qu'il avait, pour besoin de peindre, il avait besoin de penser à des sujets ou à des objets. Il y a une chaise ou des choses comme Oui, ça. parce Ouais. que c'est l'abîme, peindre de rien pour arriver au tableau, parce que j'ai vu Pierre se mettre dans des états pour peindre qui étaient douloureux pour lui, en tout cas. Donc je trouve, pour revenir à ces 14 tableaux, que je pense que le projet que tu as eu l'extrême générosité de m'offrir et d'offrir à Pierre Dunoyer a fait comprendre à beaucoup de gens, à beaucoup de personnes, à beaucoup d'êtres humains, que justement, ce qui avait été montré au jeu de paume n'était pas venu comme ça, mais qu'il y a eu une progression, un travail très précis dans sa quête du tableau. Et il ne l'a pas lâché depuis que je le connais, Pierre, sa quête du tableau. Son truc, c'est de faire un tableau et que chaque tableau soit unique. Je pense que la mission du musée, c'est de montrer des artistes exceptionnels et particulièrement originaux. Et c'est le cas de l'œuvre de Pierre Dunoyer. Écoute, en tout cas, moi, j'espère que toutes les personnes qui ont découvert ce travail ont reçu comme moi un coup de fouet et ont été sensibles à cette présence, je dirais, non incarnée, pleine de liberté des tableaux de Pierre Dunoyer. Voilà. Et je te remercie parce que c'était merveilleux à chaque fois de montrer cette œuvre qui est malheureusement pas encore assez connue. J'espère que cette exposition changera les choses. Je te remercie beaucoup. En remontant les escaliers, l'autre jour, après cette merveilleuse conversation pleine de sensibilité et de propos qui étaient quand même assez extraordinaires de la part de Pierre Dunoyer, malgré sa faiblesse, tu m'as dit c'est une peinture difficile. Et depuis que tu m'as dit que c'est une peinture difficile, je me suis dit, mais c'est une peinture difficile parce que, comme disait Alfred Pachmann, c'est une peinture au premier degré. Parce que si on accepte ces tableaux comme tableaux, c'est-à-dire comme objet de pensée, qui ne sont là que pour être là, ce que désire Dunoyer, c'est difficile. Ça a l'air. J'ai dit à Pierre ce que tu m'as dit, et il m'a dit, c'est une peinture difficile, dans quel sens ? C'est une peinture difficile parce qu'elle demande cette démarche, mais difficile n'est pas du tout n'est pas un compliment. Parce que si j'avais dit c'est une peinture facile, je pense qu'il l'aurait beaucoup plus mal pris. Oui, bien sûr. non, bien sûr. Non, mais difficile, c'est-à-dire, parce que bon, ça veut veut dire dire rien à voir, donc difficile. Non, quand je dis difficile, ça veut dire que c'est une peinture dont l'accès, pour ceux qui ne connaissent pas, les personnes ne connaissaient cette œuvre avant, enfin, sauf ceux qui ont vu l'exposition. Peu de gens la connaissent. Ceux qui ont vu l'exposition en 91 et celle de Genève, je crois en 2012, c'est ça. C'est-à-dire finalement très peu de monde, qui s'en souvient en tout cas. Cette peinture, si on n'est pas habitué à la voir, elle déconcerte parce qu'elle ne ressemble pas à ce qu'on est habitué à voir. Ce qui est facile, enfin, on voit aussi avec des habitudes, c'est une peinture qui est inhabituelle. Et elle est difficile parce qu'effectivement, tu dis qu'il suffit de la voir comme objet de pensée, mais c'est une démarche heideggerienne. Et je veux dire, la démarche heideggerienne en soi-même, de voir la chose, chaque objet comme objet de pensée, est déjà en soi une démarche particulièrement difficile. Et c'est une peinture qui n'est pas séduisante a priori. C'est ce que et je crois que c'est très important que ça le soit, que ça le reste comme ça. Et c'est une peinture qui est exigeante. J'aurais peut-être dû dire exigeante, c'est peut-être plus ce qui est un synonyme, mais c'est une peinture exigeante, je pense. Mais je pense que la grande peinture est exigeante. Oui.
Oui, oui, oui. Je Donc pense aussi. c'était pas du tout à être mal pris, bien au contraire. Non, mais c'était intéressant. Mais de toute façon, quand on lit les mémoires de ce très beau livre sur la grande galeriste américaine, je lui rends hommage aujourd'hui, Betty Parsons, Oui. qui a montré avant tout le monde Rothko, Pollock, Reinhardt, etc., dans sa galerie, qui était une petite galerie. Ce n'était pas une femme qui avait de l'argent, mais c'était une femme de grande culture. Et après, Sidney Janis est venu remporter le morceau parce qu'il était très riche. Oui. Mais elle disait, enfin, dans le livre, sur ses mémoires, elle disait que Jackson Pollock, par exemple, les gens n'achetaient pas cette peinture. Bien sûr. Elle était très dérangeante, cette peinture. Ils se disent, mais comment il peut se permettre de peindre comme ça? C'est toujours la même histoire. Quand on inaugure un nouveau goût, une nouvelle proposition de goût pictural, les gens sont un peu, ils se disent, je ne comprends pas. Chaque grande peinture, je pense, contient une difficulté. Oui. Et ce qui est Oui. un signe d'originalité et un signe certainement aussi de qualité. Et c'est quand ces difficultés-là n'existent pas que l'on peut s'interroger sur la durabilité dans le temps de cette peinture. Et je pense que cette peinture est une peinture difficile, et c'est parce qu'elle est difficile qu'elle restera. En tout cas, Probablement. Je veux dire, je ne veux pas être présomptueux, mais probablement. C'est vrai, non, ni toi ni moi, on sait si elle restera ou pas. Mais on s'imagine que si elle devait rester, elle le restera d'autant plus que le premier passage, le premier pas à faire pour aller vers elle, pour l'accepter, est un petit obstacle, un obstacle qu'il faut surmonter. Mais des petits échos que j'ai eus sur cette exposition, c'est que les gens ont adoré cette exposition. C'est que les gens ont aimé cette exposition. C'est que l'exposition a fonctionné. Ouais. C'est une exposition qui a aimé. Alors pourquoi la presse n'a pas suivi, je n'en sais rien. Dans la presse artistique, il y a très peu de place pour des choses qui ne sont pas les grands blockbusters. Non, moi, ce qui me frappe, c'est ton admiration et toute l'énergie que tu mets pour ce peintre. Et je trouve ça. Est-ce que tu as conscience que tu es assez exceptionnel dans cette position, disons, de mécène qui défend bec et ongle son artiste, je veux dire. Je ne suis pas collectionneur, je tiens à le dire et de le laisser pour mon fils. Je ne suis pas un collectionneur. Je suis quelqu'un qui adore pouvoir transformer quelque chose. C'est pour ça que j'ai aimé le cinéma, parce qu'on finançait un scénario et on faisait un film parfois. Et Pierre, j'ai fait un pari. Au début, je ne comprenais pas très bien quel était son projet, je dois le dire. Et puis, au fur et à mesure, j'étais heureux de voir surgir ces tableaux que je n'arrivais pas à relativiser. C'est-à-dire que je les trouvais uniques, je les trouvais, comme tu dis toi, joyeux. Et mon épouse, qui était architecte et très sensible, et elle adorait ces tableaux. Et donc j'ai suivi, j'ai poursuivi, je l'ai présenté à des galeries, j'ai présenté à des gens, à Marc Blondeau qui nous a beaucoup aidés, etc. C'est un donnant-donnant, c'est-à-dire ma proximité au tableau, ma proximité à Dunoyer m'apporte quelque chose d'un domaine qui me dépasse et qui m'apporte beaucoup de joie, beaucoup de bonheur. Et donc, de t'avoir rencontré, d'avoir aidé Pierre en vendant ses tableaux directement à ses collectionneurs, des gens qui m'envoient des textos en disant merveilleux tout ce que tu fais pour Pierre. Mais non, je ne m'en rends pas compte, je n'ai pas cette conscience. J'ai une joie, c'est comme quand on aime une femme, quand on est avec elle, on n'a pas conscience. Non, on est heureux de donner. Donc, je donne. Et je donne, et jusqu'à aujourd'hui, voilà, j'ai reçu beaucoup plus que j'ai donné. Mon père nous a fait grandir avec quelques peintres. Il n'aimait pas la peinture comme moi, mais il aimait la peinture. Je pense à lui. Je pense que mon aventure du Noyer a sûrement été influencée par lui. Et il avait des amis peintres, des sculpteurs, et c'était un homme d'affaires, mais qui avait une grande sensibilité artistique. Mais le tableau, en tant que tableau, c'est l'Amérique qui me l'a fait comprendre. Voilà. En tout cas, merci à toi. Merci beaucoup.